Voici la présentation de notre invité de ce jour. Né le 25 octobre 1952, Abdoulaye Biotchane est un économiste, entrepreneur et homme politique béninois. Après son baccalauréat en 1972, il poursuit ses études en France à l'université de Dijon où il sera diplômé d'une maîtrise en sciences économiques. À 27 ans, il fait son entrée à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à Cotonou au Bénin, où il occupe le poste d'économiste pour finir chef de service des études de la banque. En mai 1998, alors qu'il est directeur des études de la BCEAO, le président Mathieu Kérékou l'appelle au Bénin pour s'occuper du portefeuille ministériel de l'économie et des finances, comme son père l'avait fait juste dans les années 1960. Son mandat ministériel a été marqué par l'assainissement des finances publiques et la remise du pays sur le chemin de la croissance. Le 10 janvier 2002, il est désigné par le directeur général du Fonds monétaire international, Horst Kohler, au poste de directeur Afrique de cette institution à Washington. Il est nommé en janvier 2008 par la conférence des chefs d'État de l'UEMOA à la présidence de la Banque ouest-africaine de développement pour succéder à son ancien président Thomas Boni-Yayi, actuel président de la République du Bénin. Le 4 janvier 2011, il annonce sa candidature aux élections présidentielles qui se tiendront le 6 mars 2011. Sa candidature suscite de vives passions tant chez ses partisans que chez ses adversaires. Après une campagne reconnue comme dynamique, il se retrouve en 3e position sur fond d'incertitude quant à la liste électorale utilisée. Docteur honoris causa du réseau des universités des sciences et technologies des pays d'Afrique au sud du Sahara, il a publié aux éditions Le Harmattan le livre dont le titre est « Lutter contre la corruption, un impératif pour le développement du Bénin dans l'économie mondiale ». Monsieur Abdoulaye Biotchane, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Ravi d'être ici. Prenez séance, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur cette émission dénommée La Finale. C'est une émission de 45 minutes. Elle est composée de 3 parties, la première et la deuxième mi-temps, puis pour finir, les tirs au but. Voici la première partie. Est-ce que vous êtes prêts? On peut y aller? Prêt, merci beaucoup. Abdoulaye Biotchane, comme je le disais dans votre présentation, vous êtes un pur produit de la BCEAO. Vous aviez été même l'assistant de l'ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors dites-nous, quels ont été pour vous les meilleurs moments passés dans cette institution? Bien, merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier, vous dire combien je suis heureux d'être ici ce matin. D'abord, l'un des meilleurs moments pour moi, c'est mon entrée à la banque. Parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Quand j'ai eu ma maîtrise en économie en France et que je suis rentré, à l'époque, le gouvernement m'avait offert 3 emplois que j'ai déclinés parce que je n'avais envie de faire qu'une seule chose. Je n'avais envie que d'être banquier. Et donc, j'ai postulé et j'ai participé au premier concours d'entrée au Centre ouest africain de formation et d'études bancaires. C'est le centre de formation de la Banque centrale. Et j'ai été admis. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière à la BCEAO. Et donc pour moi, ça a été, bien sûr, l'accomplissement d'un rêve. Et donc c'était vraiment la première phase de ma carrière. Votre rêve, c'était la BCEAO ou bien une banque, tout simplement? Mon rêve, c'était d'être banquier. Donc vous auriez pu accepter une banque béninoise? Absolument, mais je suis rentré dans ce qui était et ce qui est encore la banque des banques. N'oubliez pas qu'une banque centrale, c'est la banque des banques. Donc c'était passionnant? C'était mieux qu'une banque locale? C'était très passionnant. Et pour poursuivre sur ce qui a été intéressant à faire dans cette banque, c'est les différentes phases de ma carrière. Et à la fin, surtout, l'accomplissement de quelque chose qui est resté durable aujourd'hui et qu'on peut voir. J'ai participé parce que j'ai dirigé à l'époque cette équipe de la BCEAO qui a construit la première bourse régionale africaine. La bourse régionale des valeurs mobilières. Qui se situe à Abidjan. Qui est à Abidjan aujourd'hui et qui est la bourse de 8 pays. C'était la première, et c'est resté d'ailleurs aujourd'hui, la première
institution sous-régionale de valeur mobilière. C'est-à-dire qu'après vous, il y a plus d'autres qui ont eu cette idée ou bien ont eu des idées de créer d'autres bourses ou bien d'autres choses intéressantes pour lui. Après nous, pas moi, après nous en Afrique de l'Ouest, il a été difficile après de construire, de s'entendre à plusieurs pays pour construire une bourse régionale. Et donc, cette expérience est historique, elle est saluée par tout le monde. C'est une avancée dans la construction de l'intégration sous-régionale. En 1998, vous aviez quitté la BCEAO pour rejoindre le gouvernement du président Mathieu Kérékou. Vous aviez été à la base de certaines réformes. Pour certains, vous étiez celui-là qui a boosté l'économie béninoise. Avec le recul, quelles ont été selon vous les réformes qui ont vraiment boosté cette économie ? Merci beaucoup. Moi, je pense que ça a été aussi une période très passionnante pour moi et tous ceux qui, de mes collègues et anciens collaborateurs de l'époque, une période très passionnante. Parce que, premièrement, notre objectif qui était de retrouver une stabilité macroéconomique pour notre pays a été réalisé avec un assainissement financier très, très important. Nous avons réussi à apurer l'ensemble des arrêtés de paiement de l'État béninois. Donc, quand je suis parti en 2002, il n'y avait aucune dette impayée par l'État béninois. Les fournisseurs étaient payés, les fonctionnaires l'étaient, nos créanciers extérieurs et intérieurs étaient régulièrement payés. Et donc, c'était une situation nouvelle pour le Bénin. Mais en 2006, au moment où le président Kérékou partait, il y avait beaucoup de dettes. C'est-à-dire qu'après vous, c'était la catastrophe. Non, je ne vais pas le dire, mais on peut aller dans le détail de cela. On ne peut pas dire que dans l'absolu, en 2006, l'État béninois a reconstruit sa dette. On peut regarder les chiffres. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites à l'époque qui n'étaient pas tout à fait justes. Alors, l'une des réformes les plus importantes qu'on mettait à votre actif, c'était votre refus de privatiser la Sonacop. Aujourd'hui, avec le recul, avec la manière dont cette société est gérée aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, des emprisonnements pour des détournements, des soi-disant détournements et autres, est-ce qu'avec le recul, vous pensez que vous avez raison? Vous aviez raison en son temps? Oui, alors, il faut remettre les choses en perspective et être très factuel. En 1998-99, lorsque les discussions avaient lieu sur la privatisation de la Sonacop, je n'étais pas opposé à cette opération. Oui, mais j'ai été par la suite, s'il vous plaît, opposé à ce qui s'est passé dans cette privatisation-là. Sinon, dans l'absolu, je ne suis pas quelqu'un qui est contre les privatisations. Je pense que le secteur privé a une très grande place dans les secteurs aussi importants que le secteur de la distribution des produits pétroliers, dans le commerce de façon générale, où je ne vois pas le rôle important de l'État quand il y a des opérateurs économiques nationaux ou étrangers qui sont capables de le faire. Et donc, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit là, dans le cas de la Sonacop, d'une question de gouvernance à l'intérieur de l'entreprise et autour de la privatisation de l'entreprise. Et c'est ce à quoi je me suis opposé. Alors, des gens avaient dit en son temps que l'argent de la Sonacop avait servi à racheter la Sonacop. C'était ce qui s'était passé? C'était exactement ce qui s'était passé. C'est un peu technique à expliquer, mais c'est comme si effectivement on avait utilisé l'argent de la Sonacop pour acheter la Sonacop et je ne pouvais pas l'accepter. En 2002, le conseil d'administration du FMI, le Fonds monétaire international, vous a fait appel pour diriger la direction Afrique de cette institution. Alors, dites-nous, qu'est-ce que cela a concrètement apporté à votre pays, le Bénin? Cela a apporté beaucoup de choses à mon pays, le Bénin. D'abord, pour revenir un peu en arrière, quand j'ai été ministre des Finances de 1998 à 2002, la question qui se posait à nous, c'était est-ce que nous serions éligibles à l'initiative entreprise par le Fonds monétaire et la Banque mondiale de réduction de la dette des pays pauvres très endettés. Avant que je n'arrive, c'était non, le Bénin n'était pas éligible. Les gens considéraient que la dette béninoise était encore soutenable et qu'elle pouvait être payée par le Bénin. Je rappelle qu'elle était à peu près d'un niveau supérieur à 60%. Je suis alors entré en négociation avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale en tant que ministre des Finances pour leur démontrer qu'il n'en était rien et qu'au contraire,
nous étions, comme beaucoup d'autres pays africains, éligibles à cette initiative parce que, effectivement, si on prenait 12 indicateurs, notre dette était insupportable pour les finances publiques et pour notre économie. Je suis arrivé à convaincre donc le fonds et la banque, et le Bénin est devenu très éligible, ce qui nous a permis justement de réduire la dette béninoise, de bénéficier de cette initiative et de réduire la dette béninoise et d'arriver aujourd'hui à des ratios qui sont beaucoup plus soutenables. Alors cela a été fait au moment où vous étiez directeur Afrique du FMI? Cela a été fait au moment où j'ai été ministre des Finances. Alors je suis entré maintenant au Fonds monétaire pour prendre en charge donc le département Afrique. Du Fonds monétaire. Et j'avais alors à ce moment-là la responsabilité de 44 pays d'Afrique subsaharienne. Et justement, au cours de cette période-là, ce que je peux retenir comme très important dans le travail que nous avons accompli avec mes collègues du département à l'époque, c'était premièrement de participer à la réduction de cette dette-là sur l'ensemble du continent. Parce qu'il n'y avait pas que le Bénin, il y avait d'autres pays encore. Et cette opération a non seulement connu du succès, mais a amené le conseil d'administration du Fonds monétaire à considérer pour une fois et de manière exceptionnelle qu'on pouvait effacer la dette. Effacer totalement la dette. C'est historique, absolument. Est-ce que ce n'était pas une manière d'encourager les États à continuer par s'endetter? Parce qu'une fois qu'on efface, ça veut dire que c'était une caution. On peut encore s'endetter. Et justement, la manière dont ces pays africains sont gérés... On peut le prendre comme ça, mais quand vous êtes endetté, que quelqu'un ne peut pas vous payer, il ne peut pas vous payer. Que vous le preniez d'une façon morale ou pas, parce que ça, c'est l'approche morale de la dette. Évidemment, ils ne pourront pas se payer, ils étaient tout simplement dans l'incapacité de payer. Et donc, de manière historique, le Fonds et la Banque mondiale ont accepté pour une fois d'effacer totalement. Rappelez-vous, quand moi je suis allé en faculté de sciences économiques, comme on disait, les dettes des institutions internationales sont tout simplement ineffaçables. On ne pouvait même pas les rééchelonner. Et donc, première étape, c'est effectivement participer à ces efforts de remise de dette. Et deuxièmement, renforcer justement la capacité de tous nos pays à gérer notre dette et à gérer tout simplement les finances publiques. Et donc ça a été un succès parce qu'on a eu à mettre en place 4 centres d'assistance technique dans toute l'Afrique et notamment à Abidjan, où nous avons mis le centre d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest. Et le dernier point, c'est en raison de ces deux efforts-là, de remise de dette et de construction de ces centres d'assistance technique, renouer avec l'ensemble des pays du continent et avoir un dialogue plus constructif entre le Fonds monétaire d'une part et les pays africains d'autre part. Abdoulaye Biotchané, après le FMI, vous aviez été porté à la tête de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et d'après certaines indiscrétions, votre nomination à la tête de la BOAD a été l'occasion d'un bras de fer entre l'actuel chef d'État béninois, le président Boni Yayi, et vous-même. Est-ce que c'est cela qui vous a poussé à être candidat en 2011 au Bénin? Alors, encore une fois, l'histoire. Oui. Moi, je suis entré au Fonds monétaire où, dans un premier temps, j'étais allé pour 3 ans. Mon mandat a été reconduit une première fois, puis une deuxième fois. Donc, j'entrais dans le deuxième renouvellement de mon mandat quand les chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de me nommer président de la BOAD et je l'ai accepté. Ce qu'il faut vous dire, c'est que ces nominations se font par consensus. Et tous les pays, pratiquement de la sous-région, ont donné leur accord. Donc, le président Yayi Boni, à l'époque, a bien dû donner son accord. Donc, il n'y a pas de controverse sur ce sujet. Je voudrais que, de manière historique, on éteigne cette controverse que j'ai entendue ici et là et qui n'a pas de raison d'être. Oui, mais vous aviez été quand même candidat à l'élection présidentielle de 2011. Chose pour laquelle le président Yayi Boni vous avait spécialement appelé pour vous dire « Ok, attendez, je sais que vous avez l'ambition, mais attendez 2016, je vais vous passer le pouvoir. » Vous étiez entêté pour aller en 2011. Écoutez, être candidat à une élection présidentielle, que ce soit au Bénin ou ailleurs, est une décision personnelle. C'est
le résultat d'une réflexion sur l'ensemble du processus, sur votre propre avenir, sur l'avenir de toute votre famille, etc. Donc moi, je prends cette décision en 2009-2010 parce que je regarde ce qui se passe dans mon pays. Je ne suis pas content qu'il y ait cette situation dans mon pays, sachant et connaissant tout le potentiel de notre pays, qu'il soit économique, social, culturel. Et en 2010, il était évident pour tout le monde que notre pays traversait une situation difficile. Et c'est dans ces conditions, effectivement, que j'ai décidé de démissionner de la BOAD et de venir postuler à la présidence de la République du Bénin. Donc, c'est une démarche qui tient compte de ce que je crois être pour mon pays, de comment je peux être utile pour ce pays. Et là, je vous rappelle encore cette phrase de Einstein, je ne la cite pas in extenso, mais juste pour vous mettre dans le contexte. Einstein dit, vous savez, le monde n'est pas mauvais parce qu'il y a des gens qui veulent faire du mal. Il est surtout mauvais parce que tous ceux qui peuvent faire quelque chose de bien se taisent, restent de côté et disent, ça ne me regarde pas. C'était certainement Et moi, je considérais que ce qui se passait au Bénin à l'époque et ce qui se passe au Bénin aujourd'hui m'interpelle et m'intéresse au plus haut niveau. C'était certainement une démarche citoyenne, mais cela a été soldé par un échec. Quelle leçon vous avez tiré de votre échec de 2011 ? Bien, écoutez, ce genre d'expérience est très utile. Il n'y a pas d'échec irrémédiable. J'ai considéré que ce n'était tout simplement pas le moment en 2011. Et effectivement, on pouvait voir, j'ai fait cette analyse sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan tout simplement technique, parce que la politique, c'est une science humaine, mais c'est surtout aussi une science. Et donc, vous pouvez analyser et voir quelles sont les raisons pour lesquelles, qu'est-ce qui a manqué dans votre parcours. Elle est tout sauf une science exacte. Elle est tout sauf une science exacte, mais c'est une science aussi. Donc, il y a une démarche. Et justement, votre démarche vous montre quoi par rapport à 2016, puisque vous êtes encore engagé pour 2016? Bien, cette démarche me montre que, justement, il fallait connaître un peu plus le pays, il fallait se faire connaître un peu plus par le pays. Et j'ai passé 5 ans à aller partout dans ce pays, qui est le nôtre. J'ai visité les 77 communes, certaines de ces communes plusieurs fois. J'ai rencontré des milliers de gens, je dis des dizaines de milliers de gens, des fonctionnaires, des paysans, des artisans, des femmes surtout, des jeunes. Et je connais aujourd'hui notre pays plus que je le connaissais en 2010, 2011. Oui, mais certains pensent toujours que vous êtes inaccessible. Même chez vous, dans votre ville natale, les gens pensent que quand vous rentrez chez vous, vous êtes inaccessible. Non, pas du tout. Je crois que... Vous avez fait des forages un peu partout dans le Bénin. Mais alors, je ne peux pas faire des forages si je suis inaccessible. Voyez-vous. Non, vous en avez fait dans d'autres villes. Et je ne peux pas gagner une élection communale, une élection législative, si je suis inaccessible. Non, pas vous. La démarche politique, c'est d'être sur le terrain. Vos partisans ont gagné, mais vous-même, vous n'aviez pas été candidat à une élection municipale. Je n'ai pas été candidat, mais j'ai eu des candidats et j'ai fait campagne avec eux. J'ai été sur le terrain. Je ne suis pas dans un bureau enfermé, je suis tous les jours quelque part dans notre pays. Et c'est cette démarche-là qui est importante et qui peut porter un fruit aujourd'hui en 2016. Et vous pensez que 2016 sera plus abordable pour vous que 2011? Absolument. Absolument. On l'espère pour vous. Ce sera tout, madame, monsieur, pour la première mi-temps de votre émission La Finale. Retrouvez la deuxième mi-temps dans un instant. Nous sommes de retour pour la deuxième mi-temps de cette émission, La Finale. Nous sommes toujours avec Abdoulaye Biotchané. Il est homme politique béninois, ancien directeur Afrique du FMI et ancien président de la BOAD. Abdoulaye Biotchané, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de la gestion du Bénin à l'heure où on parle d'un certain nombre de scandales financiers et d'impunité? Bien, d'abord, vous savez que sur le plan politique, on est plus divisé que jamais. Les partis politiques, la société civile. Et moi, quand je voyage dans le pays, je vois remonter des relents de régionalisme
qui m'inquiète. Et c'est cela qui est à la base des scandales financiers? Non, vous me demandez une analyse générale. Je vous parle du plan politique. Les scandales financiers portent sur la gouvernance. Je viens de parler de la gouvernance politique qui nous a amenés au régionalisme dont je viens de parler et qui est absolument inacceptable. Je pense que nous avons besoin de travailler davantage. Et c'est le mandat pour le prochain exercice, pour le prochain quinquennat, de travailler davantage sur l'unité nationale. Donc, selon vous, il faut passer le chiffon sur tout ce qui est fait comme détournement, comme scandale financier? Alors, ce que cela veut dire? Ensuite, vous avez les scandales financiers et la gouvernance économique, où nous avons besoin là aussi de faire des efforts, parce que quand j'écoute les populations me dire comment voulez-vous sanctionner, punir et même poursuivre un infirmier qui vole les médicaments du centre de santé, un infirmier qui prend les repas des cantines scolaires des enfants, un agent de police ou de gendarmerie qui rançonne au bord des routes. Quand vous entendez tous ces scandales financiers portant sur des milliards au niveau supérieur et qui restent non sanctionnés, non punis, il faut arrêter cela. Il faut corriger cela. Oui, mais comment vous pensez qu'on puisse arrêter cela? Parce qu'aujourd'hui, vous avez la haute cour de justice qui ne fonctionne pas. Vous avez de la complaisance dans le pays. Vous avez beaucoup plus d'amitié, de fraternité. Il y a beaucoup plus de parenté, justement, dans la gestion de la chose publique au Bénin. Alors, vous venez tout simplement de mettre le doigt sur les réponses à ces situations. D'abord, il faut éduquer, former, sensibiliser les gens sur ce phénomène. Il faut tout simplement continuer de dire que c'est inacceptable. Et à tous les niveaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si ce n'est pas acceptable au niveau des petits, ça doit être inacceptable au niveau des grands. Ensuite, il faut revisiter nos lois et les appliquer. Quand on parle des défaillances au niveau des contrôles, par exemple, il faut justement renforcer ces contrôles-là et les rendre effectifs, les appliquer à tout le monde. Pas les appliquer à certains parce qu'ils sont vos amis, ils sont vos adversaires politiques, j'allais dire, et ne pas les appliquer à certains parce qu'ils sont vos amis politiques. Est-ce que vous voyez? Et troisièmement, effectivement, il faut prendre des mesures pour empêcher ceux qui ont envie de continuer de le faire, de cesser de le faire. Alors, à votre avis, justement, qui sont ceux-là, qui sont les responsables de cette situation? Eh bien, tout le monde est responsable, en tout cas sur la chaîne. Ceux qui font les lois et qui doivent veiller à ce que ces lois soient appliquées. Donc, ils ont la responsabilité du contrôle de l'action du gouvernement. Ceux qui sont au niveau du gouvernement chargés justement d'appliquer ces lois et ces contrôles-là qui ne le font pas. Et bien sûr, la justice qui laisse de temps en temps passer ces gens-là entre leurs mailles. Regardez les derniers scandales. Et vous verrez qu'à chaque fois, une des institutions en cause n'a pas fait le travail qui était attendu de lui. Alors, c'est la responsabilité justement de tous les acteurs politiques, de tous ceux en particulier qui envisagent de concourir pour la présidence en 2016, de dire dans ce domaine ce qu'ils envisagent de faire. Oui, mais vous, en tant que Biotchane président de la République, par exemple, en 2016, vous seul, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? Parce qu'il faut l'accompagnement des autres politiques. Pas moi seul, mais nous allons faire fonctionner toutes les institutions de la République qui sont chargées de cela. Vous comptez je peux vous demander de vous référer à l'expérience que nous avons faite au ministère des Finances de 1998 à 2002. Oui, au ministère des Finances, vous étiez une autorité, vous aviez des administrés. Et en 2016, c'est le terrain politique. S'il vous plaît, en 2016, au pas les députés de l'Assemblée nationale. En 2016, si je suis président de la République, président de la principale institution, justement chargé de mettre cela en œuvre, chef du gouvernement, alors beaucoup de choses vont changer dans ce domaine. On l'espère. Alors, l'autre grand défi qui attend le Bénin à partir de 2016, c'est la relance de l'économie et du secteur privé. Vous êtes très sollicité sur le continent africain, dans le monde entier, pour parler des réformes et des voies de relance des économies. Selon vous, quelles sont les pistes que le Bénin doit explorer pour relancer son économie?
Vous avez raison. Dans le cadre des activités actuelles que j'ai à la présidente du conseil d'administration du Fonds africain de garantie, et surtout dans le cadre des activités de ma firme de conseil à l'INDAO, je donne des conseils dans les pays africains et dans certaines institutions internationales. Et en 2016, ce que nous envisageons de faire, c'est justement d'appliquer ces conseils-là à notre propre pays. D'abord, sur le plan financier, ramener une certaine orthodoxie. Il faut respecter l'orthodoxie financière. Retrouver un cadre macroéconomique stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire payer les fournisseurs de l'État, payer les fonctionnaires de l'État à temps, payer les retraités dans les délais. Mais ce qui se fait déjà... Payer les bourses. Non, je suis désolé. Vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui est très difficile quand vous êtes un entrepreneur et que vous avez des prestations de l'État. À la fin de 2015, il y avait plus de 50 milliards de dettes vis-à-vis... 2014 plutôt. Pardon, en 2014. Fin 2014, il y avait plus de 50 milliards de dettes dues aux fournisseurs de l'État qui étaient restés impayés. C'est autant de difficultés pour ces entreprises, mais aussi pour leurs banques. Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, que vous faites une prestation à l'État, aucune banque n'est prête à vous assister. Tout simplement parce que la signature de l'État est devenue discutable. Il faut que la signature de l'État soit rétablie comme la première des signatures dans ce pays. Donc ça, c'est sur le plan financier. Ensuite, sur le plan économique, il faut retrouver une croissance plus solide dans ce pays. Il faut que, en faisant d'abord en sorte que l'environnement des affaires soit beaucoup plus porteur. Avoir des infrastructures, l'eau, l'électricité pour les entreprises. Pas obliger les entreprises à aller acheter 1, 2, 3 générateurs avant de faire fonctionner leurs usines. Et bien sûr, faire en sorte qu'elles puissent être payées à temps aussi. Alors, parlons justement de l'énergie. C'est un défi également qui attend le Bénin, qui attend même les pays de la sous-région. Beaucoup de pistes ont été explorées. Est-ce que vous pensez qu'il en reste encore à explorer? Parce que là, les gens ont tout fait, mais dans la sous-région ouest africaine, on a toujours des problèmes d'énergie. Alors, on n'a pas tout fait. Il reste quoi à faire? Il reste beaucoup de choses à faire. Vous voulez parler des énergies renouvelables? Je veux parler des énergies renouvelables qui peuvent nous permettre de fermer le gap très rapidement, en tout cas en ce qui concerne une certaine offre, une certaine demande d'énergie. Mais regardez tout simplement ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont été, depuis 1990, les seuls en Afrique de l'Ouest à être excédentaires dans la production de l'énergie. Au point où ils ont été capables d'exporter leur énergie sur le Mali, le Burkina et même sur le Bénin et le Togo. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place une politique qui a permis justement de produire dans les quantités nécessaires, mais aussi de produire à un prix beaucoup plus abordable. Les prix de l'électricité en Côte d'Ivoire sont inférieurs au prix de l'électricité au Bénin. Parce que justement, ils ont mis en place une politique, ils ont mis en place un cadre. Et c'est cela qu'il faut faire ici au Bénin. Donc on n'a pas tout essayé encore. Et j'ai dit il y a quelque temps que ce pays, le Bénin, doit se positionner comme un pays exportateur d'énergie, exportateur d'électricité. Et c'est possible. Comment est-ce qu'on peut y arriver? On ne produit pas? Mais on peut y arriver justement en produisant, en créant les conditions qui permettent au secteur privé de venir ici au Bénin et de produire justement dans des quantités qui dépassent la demande de notre pays et qui nous permettent d'exporter dans les pays voisins et en particulier au Nigeria. C'est possible. Le développement de la télécommunication et de l'économie numérique est un secteur aujourd'hui porteur sur le continent africain. Mais au Bénin, cela semble drainer peu d'engouement. À quoi cela est-il dû, à votre avis? Bien, c'est un secteur effectivement qui a connu beaucoup de progrès, y compris dans notre pays. Rappelez-vous tout simplement, il y a 30 ans, pour avoir une ligne de téléphone, il fallait littéralement corrompre quelqu'un pour avoir une ligne. Oui, mais la connexion Internet aujourd'hui, comparée à d'autres pays africains, le Bénin est très en retard. Alors justement, je vais y venir. Donc nous avons fait des progrès dans certains domaines, dans la téléphonie, mais nous sommes en retard dans tout le reste. Parce que justement, nous n'avons pas investi dans les infrastructures.
pour avoir ces capacités d'Internet dont vous parlez, qui sont indispensables. Parce que nous avons un potentiel économique dans ce domaine. Dans ce secteur, vous savez, au Kenya, combien d'emplois ils ont créés? Ils ont créé combien? Il y a 300 000 emplois qui sont créés au Kenya dans ce secteur. Pour les jeunes surtout. C'est possible ici au Bénin, mais à condition d'investir. Et là encore, ce n'est pas un investissement qui est porté par le secteur public, par le gouvernement. Il peut être porté par le secteur privé, à condition de créer le cadre qu'il faut pour cela. Donc le tout revient au secteur privé. Pour vous, il faut aider le secteur privé à relancer l'économie béninoise. Il faut relancer le secteur privé, mais il faut lui donner le cadre qu'il faut. Il faut rassurer les gens, il faut créer le cadre légal et réglementaire qui permette à quelqu'un de venir et de dire « j'ai investi pour 20 ans, pour 30 ans ». Quand vous investissez dans l'électricité, c'est le délai qu'il faut pour récupérer vos fonds. Et là, vous devez être sûr, avec les lois qui sont en place, que dans ce délai-là, personne ne viendra modifier les conditions. Regardez tout simplement dans le secteur du GSM, depuis 10 ans, ce qui se passe. Plusieurs fois, on a modifié ce cadre-là. Plusieurs fois, les entreprises de téléphonie ont été obligées de payer des sommes qui n'étaient pas prévues il y a tout simplement quelques mois. Parce qu'il n'y a pas un cadre que tout le monde peut voir et dire, bien, dans les 10 ans, dans les 20 ans qui viennent, voilà ce qu'il faut, ce à quoi je peux m'attendre. Donc, en clair, il faut sécuriser l'environnement des affaires au Bénin. Il faut le sécuriser, il faut faire même davantage. La problématique de l'emploi des jeunes et des femmes, Abdoulaye Biotchané, est à la base de la création d'un certain nombre d'outils financiers tels que les microcrédits, la finance inclusive. Mais aujourd'hui, on a constaté que ces outils sont devenus des outils de propagande pour les politiques et non des outils pour régler le problème de chômage à la base. Aviez-vous fait également ce constat? Je vous laisse la responsabilité de vous êtes politique. De cette analyse. Nous, en tant que journalistes, nous l'avons constaté sur le terrain. Gouvernement, mais je peux vous dire, c'est vrai, tous ces instruments ont échoué. Ils ont échoué ou bien ils ont été mal mis en application? Il faut plus que cela. Il faut quoi? Voyez-vous, nous avons plus de 100 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi tous les ans. Aujourd'hui, avec tout ce dont vous parlez, tous les instruments, et avec le secteur privé actuel, nous avons, bon an, mal an, entre 8 000 et 10 000 emplois qui sont offerts à nos compatriotes. C'est nettement insuffisant pour résorber le chômage. Et c'est pour ça que tous les ans, vous avez une accumulation encore de chômeurs sur le marché. Alors il faut beaucoup plus. Il faut développer les politiques et les instruments qui permettent d'avoir beaucoup plus d'entreprises dans notre pays, de donner une incitation additionnelle à nos compatriotes pour l'auto-emploi. Et vous verrez que dans des secteurs aussi importants que l'agriculture, de nouvelles opportunités vont naître. Il y aura dans le secteur de la transformation des possibilités. Nous avons à notre porte, ici, au Nigeria, 200 millions de consommateurs qui ne demandent qu'à acheter au Bénin. Acheter des produits agricoles, acheter des produits agricoles transformés, acheter des services. Nous avons un port à côté, le port de Cotonou, qui est à moins de 50 km de certains Nigérians ici, qui peuvent venir. Mais à condition que, on leur donne leurs marchandises dans des délais plus rapides et dans des coûts qui sont beaucoup plus abordables que s'ils allaient à Lagos, par exemple. C'est un défi qui est à notre portée. Vous avez un pays comme Singapour, qui est une ville-pays, où les gens vous sortent un conteneur en 15 minutes. Ici, on vous sort un conteneur en combien? 2 semaines, 3 semaines. Oui, mais Singapour, c'est quand même trop loin visé, quand même. Nous sommes en Afrique. Essayez de comparer peut-être le Bénin à la Côte d'Ivoire ou au Togo. Nous sommes en compétition, nous sommes en concurrence avec tout ce monde. Nous sommes en concurrence avec des pays d'Amérique latine, avec des pays asiatiques et avec tous les pays africains pour les investissements. Donc si nous voulons de belles voitures comme les gens de Singapour, n'est-ce pas? De belles maisons comme les gens de Singapour. Alors, il faut faire les choses aussi bien que les gens de Singapour. Alors, vous avez et nous sommes, ce qui est bien, c'est que c'est à notre portée, en plus. Donc, nous pouvons le faire. Tout à fait. Alors, vous avez de très belles idées pour relancer l'économie béninoise, pour relancer le développement au Bénin. Mais pourquoi vous ne faites pas cette proposition au président Boni Yayi, le président du Bénin actuel?
Vous savez, en 2011, lorsque nous avons fini la campagne électorale, après la proclamation des résultats, la première chose que nous avons proposée au niveau de notre alliance, c'est qu'il y ait une conférence économique nationale où tout le monde viendrait dire ses propositions, viendrait dire ce qu'il pense qu'on doit faire pour que justement nos jeunes, par exemple, puissent trouver des emplois. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, quand je suis venu au Bénin après mes études, on m'a offert 3 emplois. Aujourd'hui, personne ne s'occupe de ces jeunes. Je veux que nous puissions le faire. Et pour le faire, c'était tout simplement de s'asseoir pour voir quelles sont ces voies-là. Et j'aurais proposé toutes ces choses que j'ai continuées. Ces idées que j'ai présentées ici ne sont pas des idées nouvelles. Oui, mais personne à ce jour, s'il vous plaît, ne m'a appelé pour me dire, Monsieur Biotchane, est-ce que nous pouvons discuter de cette proposition? Non, peut-être la voie que vous avez utilisée n'était pas la bonne. Depuis 2011, est-ce que vous avez tenté encore? Vous avez essayé de le rencontrer pour lui en parler en tête-à-tête? Peut-être que vous me conseillerez la meilleure voie pour que... Non, je demande, est-ce que vous l'avez rencontré pour discuter avec lui en tête-à-tête? C'est une opinion publique. Je n'ai pas à avoir un ministre chargé de l'action du gouvernement, parce que ça, c'est une action au niveau ministériel. Je peux discuter avec un ministre de l'économie, un ministre du développement, vous êtes un citoyen, vous êtes un ancien président de la BOAD, un ancien directeur de FMI Afrique. Si vous demandez à rencontrer le chef de l'État béninois pour lui faire vos propositions, vous pensez qu'il allait refuser? Il va refuser? Je vous ai dit, je l'ai dit plusieurs fois ici, je donne des conseils à des pays étrangers pour lesquels je suis payé. Raison de plus. Et je suis prêt à offrir ces services-là à mon pays gracieusement. J'ai, dans le cadre de mes activités, assisté quelques pays dans le cadre, par exemple, de leur réunion à Paris sur la mobilisation des ressources. Eh bien, je pourrais le faire ici. Tout à fait. Eh bien, pourquoi vous ne l'avez pas fait alors? Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas été sollicité. Et c'est cette démarche-là que je dis qui est salutaire pour nous tous. Et en 2016, l'une des premières choses que nous allons faire, c'est de nous asseoir avec tout le monde pour dire nous avons compétit pour la présidence avec des idées que nous avons mises sur la table. Nous voulons voir avec vous, avec tout le monde, comment ces idées et d'autres peuvent être mises en œuvre pour un bon fonctionnement de notre économie. Alors, à vous entendre aujourd'hui, on a l'impression que vous n'avez plus aucune relation avec le président Boni Yayi. Non, pas du tout. J'ai d'excellentes relations avec le président Boni Yayi et j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est le président de la République. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première institution de notre pays. J'aspire à ce poste et je veux être respecté demain si je suis président de la République. Donc, je respecte aujourd'hui celui qui est dans cette fonction-là. Êtes-vous prêt pour 2016? Je suis prêt pour la lutte. Merci Abdoulaye Biotchane. Madame, Monsieur, ce sera tout pour la deuxième mi-temps de cette émission. Retrouvez-nous dans un instant pour les tirs au but. La troisième partie de cette émission, ce sont les tirs au but. Le principe est simple, Abdoulaye Biotchane. Vous avez droit à 5 bonnes questions pour lesquelles vous devez nous répondre, soit par vrai ou faux, par oui ou non, ou par la réponse la plus courte possible. Êtes-vous prêt? Bien sûr. Abdoulaye Biotchane, on dit souvent de vous que vous êtes trop technocrate et peu politique. Vous le reconnaissez? Non. Selon certaines indiscrétions, votre nomination à la tête de la BOAD a été faite grâce au soutien de l'ex-président Blaise Compaoré du Burkina Faso et le président Faure Gnassingbé du Togo. Vrai ou faux? Tous les chefs d'État de la sous-région, à l'époque, unanimement, ont soutenu la décision de ma nomination. Vous n'avez pas répondu par vrai ou faux. Si vous devez soutenir un candidat au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2016 au Bénin, vous pencherez pour Sébastien Javon, Pascal Irénée Koupaki, Robert Bian, Patrice Talon? Oui. Vous n'avez pas désigné? Mais vous avez une palette de gens. C'est oui, vous avez dit oui ou non? Oui ou non. Vous devez soutenir qui? Vous avez dit oui ou non? Quels sont les noms que vous voyez au second tour de la présidentielle de 2016 au Bénin? Bien sûr, je vois Abdoulaye Biotchane. Après, le champ est ouvert. L'on dit souvent de vous, pour terminer, que vous êtes peu vigoureux et trop mou. Vous le reconnaissez? Non. Nous sommes à la fin de cette émission. Madame, Monsieur, Abdoulaye Biotchane, votre mot de fin.
Bien, vous remercier beaucoup pour avoir accepté de m'inviter ici. Je vous souhaite en tout cas du succès. 2016 est une année vraiment charnière pour notre pays. Nous avons besoin de nous retrouver. J'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin beaucoup plus d'unité nationale. Ce n'est pas l'unanimisme, l'unité nationale, mais nous avons besoin de nous entendre. Nous ne sommes que 10 millions. Nous avons besoin que les Béninois du Nord comme du Sud, de l'Est comme de l'Ouest, se sentent équitablement traités par la République. Nous avons besoin de nous sentir partout sur ce territoire chez nous, quelle que soit notre origine. Nous avons besoin, quel que soit notre métier, de pouvoir exercer ce métier partout dans notre pays. Ça, c'est la première des choses que nous avons besoin de faire. Et nous avons besoin, sur le plan économique et social, de redonner de l'espoir à nos plus jeunes, de les mettre au travail, de leur donner un emploi et donc des perspectives. Et pour cela, nous avons besoin effectivement de leaders. Nous avons besoin d'équipes qui sont capables de prendre le pays en 2007 tout de suite et de le mettre en marche. Abdoulaye Biotchané, merci. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'était votre émission, La Finale, qui recevait pour vous Abdoulaye Biotchané, ancien directeur Afrique du FMI, ancien président de la BOAD. Il est actuellement président-directeur général du cabinet Aline Dao, qui s'occupe des conseils en réforme économique sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.